Salut les myciculteurs, c'est Andrea du blog cultiverleschampignons.com. Aujourd'hui, on va parler du mycélium. Dans cette vidéo, on va voir la nature du mycélium, son utilisation dans les sociétés humaines et enfin dans les écosystèmes. C'est parti! Le mycélium est donc la partie souterraine du champignon, à partir desquels les champignons que nous cueillons poussent. Les mycéliums sont répandus dans les champs, dans les forêts et plus généralement dans les zones où l'on trouve de la matière organique sur le sol. Certains s'étendent sur quelques centimètres et d'autres sur plus de 1000 mètres carrés. Le mycélium est longtemps resté cantonné dans la forêt, mais aujourd'hui il colonise nos habitats, nos bâtiments et plus largement nos vies. Alors, qu'est-ce que le mycélium finalement? Je vais commencer avec une courte histoire du mycélium. Le mot mycélium signifie littéralement plus d'un. C'est en fait une forme plurielle du mot mycélia. Le mot il a donc des origines néo-latines et grecques et a été inventé pour la première fois dans un texte au début des années 1800. Et fait référence à la partie donc filiforme d'un champignon. Le mycélium et plus généralement les champignons ont une existence bien antérieure à Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire nous, l'humain. Les scientifiques ont découvert de nombreux spécimens vieux de 90 millions d'années. Mais de nos jours, des carpophores fossilisés ont été datés de plus de 420 millions d'années. Ce qui voudrait théoriquement dire que les bactéries descendent des structures mycéliennes et non l'inverse. Maintenant, je vais vous donner quelques bases donc sur le mycélium. Dans la nature, les mycéliums fleurissent donc à partir de certaines périodes de l'année lorsque les conditions sont idéales pour donner des champignons. Pour expliquer un peu plus précisément ce qu'est le mycélium, nous allons devoir être un peu plus scientifiques. Les champignons ne se reproduisent pas par des graines et ne collectent pas l'énergie du soleil par photosynthèse comme le font les plantes. Ils se reproduisent au moyen donc de spores. Une fois le fruit mature, les spores sont donc relâchées dans la nature. Ensuite, elles germent et se lient entre elles pour produire des structures entrelacées que l'on appelle les hyphes. Et très généralement, les masses d'hyphes sont nommées mycélium. À une petite info, le plus gros organisme terrestre est d'ailleurs un mycélium de champignons. Dans les montagnes bleues de l'Oregon se trouve une variété d'Armillaria, un champignon qui parasite les pins dans cette région et qui s'étend sur plus de 900 hectares, l'équivalent de plus de 1500 stades de foot côte à côte. La présence mycélienne est déterminée par certains facteurs environnementaux, comme la nourriture, les débris forestiers, le bois, la paille ou encore les céréales. Mais également par la présence donc d'humidité au sol, à l'atmosphère, de chaleur et d'une lumière appropriée, généralement dans les 20 premiers centimètres du sol. La matière au contact du mycélium est décomposée par les hyphes qui libèrent des substances chimiques appelées les enzymes. Ces enzymes agissent comme des ciseaux donc qui découpent la nourriture en plus petites molécules qui sont donc directement assimilables par le mycélium. Cette fonction du mycélium fait des champignons des organismes qui sont essentiels pour l'équilibre de nos écosystèmes, notamment en recyclant la matière organique et en la redistribuant sous une forme assimilable par les autres organismes animaux et végétaux qui prospèrent à leur côté. On y reviendra plus en profondeur dans la suite de la vidéo. Chaque réseau mycélien va donner donc une fructification différente en fonction de sa souche, au même titre que les pieds de tomates d'espèces différentes donnent des fruits différents, de par leur couleur ou leur forme. Dans la nature, les chances que les spores de champignons germent et produisent ensuite un mycélium puis un champignon sont assez minces. Tout doit être donc parfait pour produire un champignon. Il ne pousse pas partout au hasard. C'est pourquoi les champignons sauvages que l'on ne peut pas cultiver sont très prisés et chassés dans la nature. Cependant, il est possible de produire des champignons chez soi à l'aide de techniques de myciculture et c'est le propos général de cette chaîne. Maintenant, on va parler des utilisations du mycélium.
Le potentiel mycélien commence tout juste à être exploité dans une large variété d'applications, au-delà de son environnement naturel. Les chercheurs et les ingénieurs, les entrepreneurs également, ont commencé à tester de nouvelles manières d'utiliser ce matériau polyvalent et à s'inspirer de ses qualités uniques pour construire et fabriquer de meilleurs médicaments, de meilleurs matériaux, biocarburants, ainsi que de nombreux produits que nous utilisons dans notre vie quotidienne. Le mycélium est une ressource écologique durable et renouvelable en raison de ses propriétés inhérentes. Il peut être recyclé et réutilisé maintes fois. Avec de nombreuses industries à la recherche de solutions plus durables, le mycélium offre un monde de possibilités infinies. Avec le mycélium, on peut par exemple fabriquer des matériaux. Le mycélium peut être utilisé pour rendre les matériaux de construction résistants au feu, plus solides ou alors plus légers. L'industrie du XXe siècle a permis la création de structures polymérisées brutes, qui sont des produits bien inférieurs aux originaux produits par la nature. Par exemple, la production de panneaux agglomérés contre la production de bois brut. Sans la capacité de micro-assemblage de la nature, les meilleures propriétés des matériaux naturels peuvent être perdues. Le réseau mycélien absorbe de petites molécules de nourriture grâce à ses enzymes donc, et les transforme en morceaux digestibles. Au fur et à mesure qu'il croît, il assemble un réseau dense et long de fibres microscopiques et se développe à travers le substrat comme un système d'autoroute. Une fois le substrat colonisé, plutôt que de fructifier sous forme de carpophore, les humains interviennent. En fait, le mycélium est amené à construire des structures prévisibles en contrôlant les paramètres de culture pour influencer la croissance des tissus. Diriger la croissance des fibres de champignons peut sembler peu important, mais cette évolution de la biofabrication est en train de transformer la manière dont nous fabriquons, dont nous consommons et dont nous vivons. Les possibilités sont quasiment infinies. Emballage, vêtements, nourriture, construction, du cuir, au steak de viande, en passant par des échafaudages. Le mycélium utilisé en tant que technologie aide à remplacer les plastiques qui s'accumulent rapidement dans l'environnement. Une société belge, Purifungi, a également créé des cendriers de mycélium qui décomposent les mégots de cigarettes. On peut également fabriquer du cuir de mycélium. Dans l'industrie de la mode, il est utilisé pour imiter l'apparence de la texture du cuir. La fabrication du cuir de mycélium est donc une alternative au cuir animal ou synthétique. Maintenant, on va parler du mycélium en culture, donc des champignons comestibles et médicinaux. En myciculture, qui est donc l'art de la culture des champignons, on appelle le mycélium le blanc de champignon. On le cultive de manière contrôlée pour ensuite produire des champignons comestibles ou bien médicinaux. Le mycélium fournit également un moyen alternatif de créer des textures semblables à la viande avec une empreinte environnementale plus faible que le bétail traditionnel. Ils réduisent les gaz à effet de serre, l'utilisation des cultures vivrières pour l'alimentation animale et la conversion de l'utilisation des terres. Tous ces avantages s'accompagnent d'un faible coût environnemental. Le processus de croissance du mycélium consomme peu d'énergie et génère des déchets limités et principalement compostables. Le mycélium donc en mycorémédiation. On peut également utiliser le mycélium pour nettoyer l'environnement. Le mycélium fonctionne différemment des humains et des autres mammifères qui, eux, ingèrent leur source de nourriture avant de la digérer. Le mycélium fonctionne en sens inverse. Parce que les ifs qui le composent digèrent donc une source de nourriture à l'extérieur avant d'ingérer les nutriments. Ils peuvent être utilisés donc pour éliminer des contaminants qui pourraient autrement ne pas être biodégradables. Les excrétions des ifs sont comme nos acides gastriques. Ils décomposent la source de nourriture. Ces excrétions peuvent donc briser de longues chaînes d'hydrocarbures, y compris des éléments toxiques à base de pétrole, tels que le plastique ou encore le carburant non raffiné. En agriculture, ils peuvent également permettre de détoxifier les zones où ruisselle du lisier. Et enfin, ils peuvent nettoyer des métaux lourds et radioactifs. Ce processus est donc appelé la mycorémédiation. Si le sujet vous intéresse, j'ai fait une vidéo plus complète sur ma chaîne. Maintenant, on va parler du mycélium et des écosystèmes.
Alors, qu'est-ce que les champignons ont de si spécial et comment contribuent-ils aux écosystèmes naturels? Les champignons jouent un rôle important dans le cycle énergétique au sein et entre les écosystèmes. Ils se trouvent dans des environnements terrestres, marins, d'eau douce et font partie d'une communauté diversifiée de décomposeurs. En effet, les champignons transforment la matière organique en formes qui sont utilisables par d'autres décomposeurs ou bien en nourriture via le processus de minéralisation pour les plantes. Alors, les champignons décomposeurs vivent partout où l'humidité est présente. Il existe des organismes qui sont unicellulaires comme les levures, que l'on ne voit pas à l'œil nu, et d'autres qui sont pluricellulaires comme les champignons, constitués donc de ces petits brins qu'on appelle les ifs. Les champignons sont si répandus qu'ils représentent jusqu'à 30% du poids du sol à certains endroits. Ils jouent donc un rôle très important dans le processus de décomposition des matières organiques tenaces comme la lignine, la cellulose ou encore l'hémicellulose, que les vertébrés donc ont du mal à digérer. Les champignons utilisent donc leurs enzymes digestives qui sont utilisées pour métaboliser des composés organiques complexes en nutriments solubles comme les sucres simples, les nitrates ou encore les phosphates. Les plantes ont besoin de nutriments pour leur croissance, mais ces nutriments sont rarement disponibles librement dans le sol. Ils sont emprisonnés dans des composés dits insolubles. La plante compte alors sur les décomposeurs pour lui fournir des nutriments solubles qu'elle peut ensuite assimiler via les racines par le transport de l'eau. L'azote, par exemple, est l'un des éléments nutritifs les plus importants pour les plantes, notamment leur partie végétative. Et il est enfermé dans des protéines que ces plantes ne peuvent pas absorber, même si une très faible partie d'entre elles en sont capables. Les champignons métabolisent alors ces protéines et libèrent des formes inorganiques d'azote, d'où le processus, encore une fois, de minéralisation, comme le nitrate, qui peuvent être ensuite facilement absorbés par les racines de la plante. Dans les écosystèmes terrestres, les champignons transfèrent donc l'énergie du sol vers la canopée. Ensuite, on a le mycélium dans la symbiose. Certaines espèces de champignons forment des relations dites symbiotiques avec les plantes. On appelle ces champignons-là des champignons mycorhiziens. En effet, la structure que forme la racine avec le mycélium est appelée une mycorhize. Cette relation est mutuellement bénéfique. Les champignons facilitent le transfert des nutriments du sol au niveau des racines des plantes et reçoivent en retour du carbone, du sucre donc, qui est issu de la photosynthèse de la plante. Le carbone est stocké par les champignons dans le sol et n'est donc pas libéré sous forme de dioxyde de carbone. On pensait autrefois que les plantes étaient la seule source de carbone pour les champignons mycorhiziens. Cependant, une étude montre que ces champignons mycorhiziens jouent un rôle plus important qu'on ne le pensait dans la dégradation du carbone organique. Les lichens sont aussi un autre type de champignon qui forme une relation symbiotique, mais cette fois-ci avec des cyanobactéries ou encore des algues, qui à leur tour s'échangent différents types d'énergie entre eux via la photosynthèse. Les champignons sont également une source d'alimentation pour de nombreux animaux qui en dépendent partiellement ou alors totalement comme source de nourriture. Les mammifères herbivores ont tendance à être des mangeurs de champignons opportunistes, mangeant ce qu'ils rencontrent en forêt ou bien dans les champs. Cependant, pour certains animaux, les champignons constituent une grande partie de leur alimentation. Par exemple, le caribou dépend fortement des lichens des arbres pour se nourrir pendant l'hiver, lorsque les aliments feuillus ne sont plus disponibles. Le rat-kangourou à long nez, un mammifère australien, quant à lui, a un régime majoritairement mycophage. Son régime alimentaire se compose donc presque entièrement de fructification fongique. On a aussi la limace banane qui est couramment observée en train de se nourrir de champignons et de mycélium qu'elle semble favoriser par rapport à d'autres sources d'aliments. Et enfin, pour les abeilles, le mycélium est également une source de sucre qui peut aider lorsque le nectar se fait rare. Voilà les myciculteurs, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous vous intéressez davantage à la culture des champignons, j'ai écrit pour vous un petit e-book pour débuter la culture des champignons. Le lien est disponible en bas dans la description.
Enfin, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et enfin à partager la vidéo. En attendant, moi je vous dis merci et à la prochaine.